Bonjour à tous. Merci d'être là. Pour mon petit baptême de feu dans une conférence aussi grande que celle-là. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Alors, je m'abstiendrai de vous dire bonjour en breton. Je risque de faire beaucoup de mécontents. Voilà. Avant de commencer ce talk, je voudrais d'abord l'introduire par une phrase de Drucker. Alors, je vous rassure, c'est pas l'animateur télé qu'on aime bien. Là, on va passer plutôt d'un monsieur qui s'appelle Peter Ferdinand Drucker, qui est considéré comme étant le pape du management. Okay. Alors, ce cher Drucker, qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il a dit « Il n'y a rien de plus inutile que de faire avec une grande efficacité quelque chose qui ne devrait pas être fait du tout. » Je pense qu'il y a ici parmi vous pas mal de développeurs. Est-ce qu'il y a des développeurs ici? Ah oui, quand même. Je pense qu'on a tous vécu, alors moi-même j'ai été développeur et je pense qu'on a tous vécu un certain moment où on devait, des gens du métier, des produits, etc. Alors je n'ai rien contre ces gens-là qui viennent me dire on veut faire la feature de la mort qui tue, mais on la veut dans 1 mois. Voilà. Et là, nous on regarde cette feature, on se dit en fait il faut 1 an pour la faire. Non, on veut rien savoir, il nous la faut dans 1 mois, il nous faut ceci, cela. Bon, il faut qu'on leur construise monts et merveilles. Et à la fin, on se rend compte en fait que on a beau construire cette feature-là, et à la fin, les gens du produit vont utiliser que 10%, 20% de cette feature-là. Du coup, on a perdu beaucoup de temps. D'ailleurs, moi, j'ai vécu une expérience un peu pareille, où avec mon équipe, on nous a demandé de faire une application pour pouvoir analyser et traquer les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font dans un site e-commerce. Très bien, qu'est-ce que vous voulez traquer? On veut tout traquer, on veut tout savoir. À la limite, voir la caméra, qu'est-ce qu'il fait le monsieur, etc. Bon, ok. En combien de temps il vous faut? Il nous le faut, de mémoire, c'était 1 mois et demi. Ouais, je vois ici des gens qui sont interloqués, et pourtant on a dû le faire en 1 mois et demi. On a dû tout faire, on a cravaché comme pas possible, travaillé à des heures pas possibles, etc. On a livré en temps et en heure ce qu'on nous a demandé. Après, on a découvert que il y avait beaucoup de bugs, il y avait beaucoup d'allers-retours parce que en si peu de temps, le risque de bug est assez énorme. Mais le pire, c'est quoi? C'est qu'à la fin, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que les gens qui vont utiliser notre application, en fait, ils se servent que pour traquer un clic sur le bouton. Alors, imaginez toutes les heures de travail, la frustration des développeurs, etc., quand ils ont découvert ça. Et c'est pour ça, en fait, je me suis dit, c'est pas bon tout ça. Je vais créer mon coding club. Et la première règle mon code club, c'est-à-dire qu'il est interdit de trop coder. Je m'explique par il est interdit de trop coder. Par là, en fait, j'ai commencé à prendre, à faire une réflexion sur. On a été efficace, on a livré ce qu'on nous a demandé en temps et en heure, mais malgré ça, il y a eu des frustrations des deux parts. Donc il y a un problème quelque part. Et c'est là où je commençais à me faire une réflexion sur, en fait, on a beau être efficace, ça ne marche pas à tous les coups. Du coup, il faut être efficient. Et c'est le sujet de ce talk. Voilà, c'est essayer de vous montrer que, en fait, être dans cette notion d'efficacité, ce n'est pas forcément la bonne chose, mais il faut penser plutôt efficience. Pour la petite anecdote, aux États-Unis, ils parlent souvent d'efficience, et ici en France, on traduit ça par efficacité. C'est pas la même chose. Là-bas, quand ils parlent d'efficience, c'est vraiment de l'efficience au sens propre du terme. Voilà, et pas de l'efficacité. D'ailleurs, abstraction faite du Doge, qui n'a pas été ni efficient ni efficace. Alors moi, c'est Ali, je suis tech lead, je suis aussi manager de carrière chez Zenica, je fais aussi du engineering manager. J'ai un long background derrière moi de développeur, ça fait 20 ans que je développe. Mon premier code, je l'ai fait à l'âge de 9 ans, dans un
pays au-delà de la Méditerranée. Donc, je voulais définir un peu la difficulté qu'on avait à cette époque-là de trouver de la littérature pour coder, et pourtant je m'en suis bien sorti. Et cette passion-là, j'en ai fait mon métier. Voilà, je travaille aussi beaucoup avec les équipes et les clients sur le fait de construire des équipes efficientes du coup. Je laisse tomber l'efficacité, j'essaye aussi d'évangéliser cet esprit-là. Donc voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour évangéliser cette notion-là, je suis là, n'hésitez pas. Le QR code, c'est mon LinkedIn, voilà. Un petit clic. Je ne suis pas influenceur, je vous rassure. Alors, pour commencer ce talk, on va d'abord définir ce que c'est que l'efficacité. Toujours selon Drucker, petit rappel, Peter Ferdinand Drucker et non pas Michel Drucker. Voilà. Alors l'efficacité, c'est quoi? C'est faire le travail dans les délais et livrer ce qui est demandé. Voilà, point barre. C'est aussi facile que ça. Mais cette notion-là, ça peut apporter beaucoup de pièges. Vous connaissez tous le programme spatial américain Apollo 13. Oui, non? Très bien. On sait tous, ils ont été efficaces, ils ont travaillé dans l'efficacité, etc. Et on sait tous ce qui s'est passé après. C'était un fiasco monumental. Et encore heureux, il n'y a pas eu de perte de vie. Voilà. C'est pour vous dire qu'on a beau être dans l'efficacité, ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne crée pas une équipe sereine, etc. Alors, par contre, l'efficience, c'est quoi? Après avoir défini l'efficacité, on passe à l'efficience. L'efficience, c'est livrer avec la meilleure utilisation des ressources et des équipes. Alors attention, quand on dit ça, des fois on peut aller dans le biais que, en fait, ça veut dire aller plus vite, etc. Non, ça ne veut pas forcément dire aller plus vite et réduire les temps. Ça veut dire, généralement, on est dans une façon de faire pour avoir une solution qui peut être pérenne. Ça peut être vite fait, ça peut prendre du temps. Juste un truc, vous avez remarqué, dans tous mes slides, il y aura des films, il y aura des spoilers. Attention, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà. Je m'excuse, j'aime pas moi-même les spoilers, mais voilà. Je vous comprends si vous me détesterez après ça. Alors, pour l'efficience, je donne un exemple, souvent c'est le Seigneur des Anneaux. Et là, il y a spoiler alerte, attention. Ils ont un anneau, il faut le détruire. On peut aller dans une forge, le détruire, etc. Mais l'expérience a montré que ce n'est pas la meilleure des façons pour détruire cet anneau-là. Alors, dans le Seigneur des Anneaux, il est question d'un anneau maléfique, etc., qu'il faut le détruire. Bon, voilà. La solution la plus efficiente et la plus pérenne, c'est de faire un long voyage, très dangereux, semi d'embûches, etc., pour pouvoir définitivement détruire cet anneau-là maléfique et qu'on n'en parle plus. Et c'est ce chemin-là qui a été choisi pour détruire cet anneau-là. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément le chemin le plus facile, mais des fois, parfois c'est un chemin long et assez dangereux. C'est pour ça que je dis souvent, attention, l'efficience, il ne faut pas aller dans cette notion-là, ah oui, ok, on est efficient, donc on va être rapide, on va être agile, etc. Non. L'efficience, c'est aller vers une solution pérenne. Alors, une fois qu'on a défini efficacité et efficience, parlons un peu chiffres. Des chiffres qui font un peu mal. Conséquence quand on est dans cette notion d'efficacité. Alors, quand on est dans cette notion d'efficacité, on a remarqué... Alors, ça, c'est des études. À la fin, je vous donnerai il y aura un lien et un QR code, si vous voulez, avec ce qui m'a servi pour créer ce talk, toutes les références, les articles, etc. Alors, je disais, les conséquences, c'est que 50 à 60% de bugs en plus, à la preuve, enfin, comme l'expérience que je vous ai racontée, ces 50 à 60% de bugs en plus, derrière, ça va engendrer de la charge de travail en plus. C'est estimé entre 25 à 40% de charge en plus. Entre les allers-retours, la QA qui nous dit, en fait, il y a un petit problème ici, on va corriger les PO, les PM, etc.
Et tous ces deux points cumulés font qu'on a des développeurs et des équipes qui sont victimes de stress. Parce qu'à chaque fois, voir leur travail qui est revenu, il faut retravailler dessus. Des fois, en fait, on se retrouve avec un mois entre la livraison de cette feature ou de ce code-là avant qu'il y ait un retour. Et puis, il faut se remettre dans le bain. Il faut essayer de comprendre. Et en bon développeur que nous sommes, souvent, après un mois, on regarde le code et on dit « Mais qui c'est qui a écrit ça ?» Je pense qu'on a tous connu ça. Bref, voilà. Et donc, ça engendre un très haut taux de stress chez les développeurs qui est, alors ça peut paraître très grand, 92%, c'est très gros, mais attention, il y a le stress qui est visible et le stress qui n'est pas visible. Voilà. Comme on voit, c'est dangereux d'être en mode efficace. Alors, quels sont les bénéfices du coup de l'efficience? Alors, les bénéfices d'une approche efficiente, c'est qu'on a 15 à 20% de réduction des coûts. Quand je dis réduction des coûts, c'est-à-dire comme il y a moins de bugs, donc moins de charges de travail en plus. Pourquoi est-ce qu'il y aura moins de bugs et donc moins de charges de travail en plus? C'est que, comme j'ai dit au début, quand on est dans une approche efficiente, c'est que souvent, on envoie une solution qui est pérenne. Donc, le taux de bug, on va dire, est très minime. Donc, moins de retours, moins de charges de travail en plus. Ce qui fait qu'on a 40% de satisfaction au travail. Les gens sont contents parce que voilà, ils livrent quelque chose. Ça ne leur revient pas dans, excusez-moi du terme, en pleine figure. Donc voilà, un mois après, et puis se dire mais qui c'est qui a fait ça, etc., etc. Et donc on a des gens qui sont beaucoup moins stressés et qui sont plutôt heureux pour travailler. Et en plus, on a 50% de satisfaction des utilisateurs. Parce qu'on délivre quelque chose une solution pérenne, qui a de la valeur, une vraie valeur ajoutée par rapport à l'utilisateur. Il s'y retrouve, il va retrouver ce qu'il veut. Donc, et sans bug, sans problème, sans rien du tout, il l'utilise, il est totalement heureux, etc. Et je pense qu'on est tous contents quand le client nous envoie, il dit « Ouais, c'est super, ça marche super bien, il n'y a pas de bug, c'est génial et tout. » Voilà. Ça, c'est pour les bénéfices d'une approche efficiente. Ayant vu ça, on peut légitimement se dire « Ok, tout ça c'est bien beau, il y a des chiffres, c'est joli et tout. Mais comment mettre en place une approche efficiente ?» Alors, moi, personnellement, j'ai découpé ça en plusieurs approches que je vais vous partager. Voilà. Alors, la première approche, c'est l'adoption tout simplement de l'agilité. Alors, un point très important, s'il vous plaît, là, quand je parle de l'agilité, je parle de la vraie agilité telle que ça a été décrit dans le manifeste par Martin Fowler. Je ne parle pas du contorsionnisme. Attention, le contorsionnisme, c'est joli, oui, c'est beau, mais au Cirque du Soleil. Voilà. Là, on parle d'agilité. Et l'un des principes que j'essaye d'apporter et sur lequel je mets beaucoup le point, c'est que l'adoption de l'agilité, ça permet de bien faire les choses dès le départ. Mettre en place les bonnes bases, se poser les bonnes questions, etc., ça permet déjà de commencer dans cette approche efficiente. Parce qu'après, on ne va plus revenir sur des décisions qui ont été prises, puis on va démolir, puis refaire, etc. Je pense que ça, c'est pas bien, ni pour les développeurs, ni pour les gens du métier, ni pour n'importe qui. Voilà. Je vous laisse imaginer si vous faites ça dans le bâtiment, dans les constructions, vous faites les fondements, vous construisez, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui ne va pas dans les fondements, vous devez tout redémolir, etc. Bon, c'est pas très sympa. Alors, ça, c'est pour la première approche. La deuxième approche, c'est le craftsmanship. Alors moi, personnellement, le craftsmanship, j'aime pas utiliser ce terme, mais je l'ai utilisé sciemment parce que c'est très à la mode en ce moment. Ça fait très hype.
Alors, le craftsmanship, qu'est-ce que j'entends par là? C'est de bien faire les choses et surtout, dédié à la perfection. Se perfectionner tout le temps. Ne pas rester dans des dogmes. Moi, souvent, des fois, dans des entretiens avec des clients, etc., on me dit « Ouais, t'es développeur back ou t'es développeur front ?» Écoutez, moi, je suis développeur, tout court. Oui, mais non, moi, je suis développeur. Vous me donnez de l'assembleur, je le fais. Vous me donnez du C, je le fais. J'ai pas de souci avec ça. Voilà. C'est ça, en fait, c'est de pouvoir se perfectionner. Toujours aller chercher la perfection et la performance. D'ailleurs, l'efficience a un lien très, très, très étroit avec le fait d'être performant. Voilà. Ça, c'est la deuxième approche. La troisième approche, ça, c'est ce que tout le monde n'aime pas faire. Et je pense que je vois des sourires et on se comprend. Documenter. Eh oui, il faut bien documenter. Pourquoi documenter? C'est important. Alors moi, personnellement, moi aussi, j'aime pas trop faire. Mais je me fais violence et j'essaye de le faire. En plus, maintenant, avec ChatGPT, on n'a plus d'excuses. Hein. Okay. Alors, documenter, pourquoi? Parce qu'il faut partir du principe qu'on n'est pas tout seul dans une équipe. Il y a plein de monde. Moi, je vais partir, peut-être. Je vais changer d'entreprise. Alors, s'il y a ici des INICA, vous en faites pas, je ne démissionne pas. Voilà. Ou je ne sais pas, je change de poste, etc. Eh bien, il faut que la personne qui vient, il me remplace, ou qui vient et qui, en plus, puisse s'y retrouver facilement. Et la documentation, ça sert à ça. Sans documentation, eh bien, il sera tout perdu. Enfin, il est dans la jungle, il a essayé de comprendre un code qui est écrit. Il ne s'y retrouve pas. Est-ce qu'ici, il y a des développeurs COBOL? Très bien. Oui, très bien. Alors, moi, j'ai fait du COBOL. Il n'y a pas de documentation. Et je me retrouvais des fois, au début de ma carrière, bien sûr, avec du code qui date des années 80. Je vous laisse imaginer ma frustration et ma peur quand je vois ce code-là. Donc, il fallait découvrir tout seul, etc. Il n'y a pas de débugger, etc. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très, très important de documenter. Un truc très simple, dans la documentation, si vous n'avez pas envie d'écrire de la documentation à rallonge sur Confluence, Notion, etc., juste nommer correctement le code. Du nommage des fonctions qui est clair, lisible et compréhensible, c'est une première documentation. Les tests, très important, les tests, c'est la première documentation, la vraie première documentation qu'on peut faire, avant d'écrire dans Confluence ou Notion, etc. Il ne faut pas oublier ça. Et dernière approche que j'essaie de travailler aussi, et à mon sens qui est l'une des plus importantes, parce qu'après tout, on reste tous des humains. Voilà. Et donc c'est l'approche de la collaboration et la transparence. Il est très 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 important, et je mets bien l'accent sur les traits, comme vous avez vu, 3 fois très important, que la collaboration et la transparence, pour moi, c'est la clé pour aller dans l'efficience, avoir une équipe efficiente. Quand je parle de collaboration et de transparence, je parle d'avoir une équipe qui travaille en sérénité, qui travaille en complémentarité. Le plus dangereux, pour moi, c'est de se dire qu'on a une équipe de top performers et on y va. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans une équipe, il y a des gens qui ont des faiblesses et des forces. Il faut connaître les forces et les faiblesses de chacun. Et en faire un joli cocktail, tout ça, et on a une équipe efficiente. Et ça, vous pouvez le faire à travers plein de rituels. Moi, ce que je faisais, c'est des weekly entre devs, par exemple, où tout le monde partage ce qu'il a envie de partager.
J'essaye de diriger, bien sûr, sur des sujets qui sont par rapport à la mission où on est, ou bien au client chez qui on est. Et ça fait vivre tout le monde. Et encore plus important, si on arrive à prendre les idées de chacun et d'essayer de le mettre dans des backlogs ou d'essayer de travailler et de produire quelque chose derrière, c'est encore mieux. Parce que derrière, on a des équipes qui vont voir que, voilà, ils ont parlé d'un sujet qui les intéresse, on les écoute, et en même temps, on produit ce qu'ils veulent. C'est palpable, c'est factuel. Et il n'y a rien de mieux pour un être humain que de flatter son ego. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Quand on flatte notre ego, on est tout content, tout heureux, et on avance de façon sereine. Et vraiment, je tiens vraiment à mettre le point sur ce point-là. Vraiment, s'il y a quelque chose que moi j'essaie vraiment d'évangéliser, même plus que ça, si un mot existe, c'est ça, c'est vraiment la collaboration, la transparence. Alors la transparence dans ses limites, bien sûr, on ne va pas tous dire, etc. Mais voilà. Encore une fois, trop de transparence tue la transparence, il ne faut pas l'oublier. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est OK, ces approches, très bien, on va les mettre en place. Non, on va essayer de les mettre en place parce que ce n'est jamais facile, comme l'agilité, où souvent on se retrouve à faire du contorsionnisme avant de se rendre compte que ça fait mal dans les articulations. Eh bien, ça serait bien de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on peut, du coup, quantifier et de dire comment calculer ou comment mesurer le fait qu'on soit efficient ou pas. Je pense que s'il y a ici des tech leads ou des engineering managers. Ok, très bien. Donc les chiffres, les métriques, c'est le quotidien, j'imagine. Ouais. Surtout les réunions, je sais, qui servent à rien. Du coup, moi, ce que j'essaie d'adopter, c'est... alors, petit indice, si je vous dis shipper, arrête de shipper. Voilà. Sauf que ce n'est pas Dora l'exploratrice, mais DevOps Research and Assessment. Dora, voilà. Dora a défini 4 métriques. C'est tout. 4 métriques pour pouvoir dire est-ce qu'on est performant ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est que Dora? Est-ce qu'ici, il y a des gens qui connaissent Dora? Pas l'exploratrice, bien sûr. Ok, 1, 2, 3. Ok, c'est 4, pardon. Bon, bref, moins de 10, j'imagine. Ok, c'est bien. Alors, Dora, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de personnes, alors c'est pour simplifier, hein, c'est un groupe de personnes, des chercheurs, etc., aux États-Unis, qui se sont posé la question, mais qu'est-ce qui fait la différence entre une équipe performante, et donc pour eux la performance est liée à l'efficience, et une équipe qui n'est pas performante? C'est quoi la différence? Comment ça se fait qu'on a des équipes au top et d'autres moins? Ils ont défini 4 métriques, et ces 4 métriques, en fait, comment ils font pour les calculer, entre guillemets? Chaque année, ils sortent un rapport qui est appelé le rapport Accelerate, et dans ce rapport, ils définissent des capabilities, des points à aller améliorer, et à travers tous ces points-là, ils sortent les 4 métriques, ils calculent les 4 métriques dont on va parler plus tard. Alors, ce rapport Accelerate, chaque année, il sort et chaque année, possiblement que le nombre de capabilities change. Pour cette année, il y en a 29 capabilities. Ça va de l'organisation, ça va jusqu'à la partie sécurité, etc. Je vous épargne toute la liste parce que sinon, on en aura pour toute la journée. Je pense que vous avez autre chose à faire. Il y a d'autres qui sont peut-être plus intéressants. Alors, ces 29 capabilities, cette équipe-là les étudie chaque année, donc ils sortent le rapport, et à travers ces 4 capabilities, ils sortent ils définissent les 4 métriques. Premier métrique, c'est la fréquence de déploiement. Ok, c'est combien on déploie. Je
par jour, par mois, etc. Alors, attention, quand je dis fréquence de déploiement, dans un contexte donné, déployer 3 fois par jour, ça a du sens. Dans d'autres, déployer 3 fois par jour, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Donc c'est pour ça que, en fait, il faut pouvoir déployer régulièrement sans chercher uniquement la vitesse brute. Ça ne sert à rien. Il faut voir où est-ce qu'on se situe. Qu'est-ce qui est dans notre équipe plus intéressant à faire? Est-ce que le fait de déployer 1 fois par jour, c'est bon, on a atteint notre vitesse de croisière? Est-ce que le fait de déployer 1 fois par mois, c'est ça notre vitesse de croisière, etc. Il ne faut pas oublier ça, parce que la vitesse, ça ne sert à rien. J'y reviendrai à la fin. Je vous expliquerai pourquoi. Deuxième métrique, c'est le délai de mise en service. Okay, c'est pouvoir mesurer le temps entre l'écriture du code et son arrivée en production. Donc au moment où on tape le Hello World, jusqu'à l'utilisateur, wow, j'ai vu Hello World sur mon site ou sur mon app, comme vous voulez. Alors, ce matrix-là, ça permet en fait de pouvoir aider, en fait, réduire le délai entre l'écriture du code et la mise en production. Pourquoi? Eh bien, c'est toujours DORA, DevOps Research Assessment. Donc, ça a un lien avec aussi la notion de DevOps. Du coup, c'est la boucle de test qui doit, hop, on délivre rapidement en prod, on a les retours et on corrige s'il y a besoin, et ainsi de suite. Voilà. Alors, le troisième métrique, c'est le taux d'échec des changements. Alors, souvent, celui-là, dans certaines équipes, ça fait mal. Ça permet de mesurer le pourcentage de déploiement en production qui, à la fin, eh ben, ils font sonner toutes les alertes rouges. Des fois, on a le PDG qui arrive, on a je ne sais pas qui arrive. Attention, alerte, il y a un problème à la prod. Allez, task force, la mort qui tue. Voilà, il faut trouver une solution rapidement. C'est ça, ce matrix-là, essayer de calculer parce que ça permet en fait de voir combien de codes qu'on délivre passe la trappe des tests, où il y a un problème au niveau des tests, il y a un problème aussi sur le niveau de la compréhension de ce qu'on voulait faire, et donc ça engendre derrière des problèmes en prod. C'est l'un des matrices qui, à mon sens, pour moi, que j'essaie de calculer, qui est parmi les plus importants pour moi. Et oui, parce que des fois, en fait, ça permet de déblayer et de voir ce que cache la forêt. Voilà. Ça a un rapport avec les déploiements la fréquence de déploiement aussi. Je vous expliquerai plus tard. Et oui, je vous fais du suspense, c'est normal. J'adore les films, vous avez compris. Alors, le quatrième matrix, c'est le temps moyen de restauration. Qu'est-ce que ça veut dire le temps moyen de restauration ici? Ça veut tout simplement dire combien de temps on a mis pour corriger un problème qui est survenu en prod. Voilà. Un prod est tombé en panne ou un service est tombé en panne. Combien de temps on a fait pour réagir et essayer de le corriger de façon pérenne encore une fois. Alors, l'objectif, encore une fois, enfin, on ne peut pas éliminer tous les échecs. Le risque zéro n'existe pas. Ok? Mais l'objectif, c'est de pouvoir les anticiper. Donc, plus on essaie d'anticiper les choses, plus on essaie d'anticiper les risques, et moins de risques on aura. Moins de risques on aura, donc on aura moins de taux d'échec en prod, etc. etc. Vous voyez, c'est en cascade.
Alors ça, c'est pour le 4e matrix. Une fois qu'on s'est dit tout ça, eh bien, figurez-vous que Dora a mis une sorte de podium qui est mis avec un tableau. Sur ce tableau, ils ont défini en fait 4 types d'équipes. Low, Medium, High et Elite. Là, vous comprendrez que l'élite, c'est, comme dirait un célèbre humoriste français, c'est le pic du sommet de la montagne, de la performance. Alors, ici, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre ce que c'est qu'une équipe élite, combien elle va déployer, combien de fois elle va déployer, quel est le lead time for change, le temps de restauration et aussi le temps d'échec. Mais attention, ce tableau-là, n'oubliez pas, il est fait pour essayer d'atteindre une certaine performance. Dans certains cas, moi j'ai vu dans des équipes où le fait de déployer par jour, une fois par jour, ça n'apportait aucune valeur, strictement vraiment aucune valeur. La valeur était apportée s'ils pouvaient déployer déjà une fois chaque 6 mois. C'est déjà vraiment, c'était pas mal. Et donc, essayons d'atteindre ce niveau-là d'abord, pour où est-ce qu'on s'y retrouve. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, ici parmi vous, qui est sur la partie élite. Ok, 2 apparemment. High. Ouais. Medium. Low. Hors tableau. Le reste, j'imagine. Ok. Alors quand je demande souvent cette question-là, ce qui est intéressant, c'est de voir souvent, généralement, la plupart, ils sont hors tableau. C'est ça ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je dis en fait, le but dans des équipes, quand on veut atteindre la performance de l'efficience, attention, ceci ne doit pas être un objectif, genre il faut absolument atteindre la partie élite et donc pouvoir déployer plusieurs fois par jour. Si votre équipe est déjà hors tableau, ou ne serait-ce que low ou medium, elle n'y pourra pas. Il faut y aller étape par étape. Les indicateurs, pour moi, ne sont pas faits là pour être collés et dire, voilà, moi je veux ce chiffre-là, exactement ce chiffre-là. Comme par exemple le sacro-saint, je pense que vous connaissez tous, taux de couverture des tests, 80%. Quand c'est à 79, c'est nul. Quand c'est à 81, wow, c'est top. Alors non. Les indicateurs, en fait, ils doivent servir vos équipes à atteindre une certaine performance. L'efficience, en fait, elle se construit dans le temps. Pouvoir améliorer ses capacités. Il y en a 29. On va se dire, améliorant ne serait-ce que 10 déjà. Et puis après, on verra, et ainsi de suite. L'élite, en fait, c'est pas quelque chose d'absolu. Aujourd'hui, je suis élite, demain, je ne le suis plus. Selon le contexte où on est. On ne sait jamais. Encore une fois, l'objectif, en fait, c'est de ne pas livrer plus. Mais en fait, c'est de mieux livrer. Quand on livre mieux, on n'a plus de retour. Donc on peut passer à autre chose, plus intéressant. Quand on livre mieux, eh ben, en face de nous, les gens qui vont tester, eh ben, ils ne vont pas nous haïr. Je pense qu'on connaît tous la guerre des QA et des développeurs. Voilà. Quand on livre mieux, on a un client qui est content. Pour ceux qui sont en ESN, ça veut dire qu'on a des contrats en plus. Voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est pour ça que c'est important, en fait, de vraiment se focaliser sur cette idée-là, de livrer mieux et de prendre, en fait, quand on met en place des métriques, en fait, c'est pour à chaque fois de s'améliorer. Vous vous rappelez, craftsmanship, c'est se perfectionner. C'est très important.
Un exemple très simple, je pense que tout le monde peut imaginer et comprendre. Dans les Jeux Olympiques, il y a la médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent, mais il n'y a qu'un seul qui remporte la médaille d'or. C'est celui qui allait chercher la performance au maximum, qui s'est entraîné, qui a cherché à corriger ses erreurs, etc. Et c'est lui qui aura la médaille d'or. Et c'est ça qu'il faut faire aussi avec les équipes. Il y a une médaille d'or, mais il n'y en a qu'une seule. C'est pas pour tout le monde. Enfin, sauf pour les équipes de foot, il y en a 11, mais bon, ça c'est autre chose. Et voilà, c'est d'essayer de chercher la performance dans le temps, s'améliorer dans le temps. On ne peut pas faire d'un coup, c'est impossible. Et les indicateurs, attention au piège des indicateurs, de ne pas les faire comme parole d'évangile, si j'ose m'exprimer ainsi. Pour les indicateurs, si j'aime bien donner l'illustration, vous connaissez l'effet Cobra? Ouais, l'effet Cobra, il n'y a qu'un seul. Alors, pour la petite anecdote, il y a l'effet Cobra et il y a l'effet des rats de Hanoï aussi, qui ont rapport avec la France, mais je m'abstiendrai comme je suis en France en ce moment. Voilà. L'effet Cobra, ce que c'est, en fait, c'est les Anglais en Inde, quand ils étaient en Inde, voilà, et ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de cobras. Bon, beaucoup de cobras, ça veut dire beaucoup de morsures, ça fait mal. À l'époque, ça tuait beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va donner aux gens, aux locaux, on va leur dire, un cobra est égal tant de livres. Ok? Donc, ils tuent un cobra, ils ont de l'argent. Au début, ça marchait, les gens tuaient les cobras qu'ils rencontraient, etc. Mais il y a eu des petits malins, parce que l'humain est très malin à vouloir contourner les chiffres. Il se dit, vous savez quoi? On va faire de l'élevage de cobras. Et comme ça, on élève les cobras, on tue, on leur donne, et ainsi de suite. Les Anglais n'ont rien compris, au lieu d'avoir une population de cobras qui descend, ça augmente. Ils ont fait l'enquête, ils ont trouvé que les locaux, en fait, élevaient les cobras juste pour ça. Ils ont dit, en fait, ce qu'on a fait, les indicateurs à l'époque, de leur façon, ce qu'on a fait, c'est pas bon. On arrête tout. Et il y a eu l'effet inverse, parce que du coup, les locaux n'étaient plus payés. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ils ont lâché tous les cobras et on avait beaucoup plus qu'au début. Problème. Voilà. Ça rejoint, en fait, quand je vous parlais de fréquence de déploiement, c'est ça. Attention aux faux fréquences de déploiement, parce que fréquence de déploiement, on peut le faire. Tout le monde peut faire des... Allez, 8 déploiements par jour. Je prends mon code, je fais un espace, commit, push, je déploie. C'est un déploiement, non? Voilà, je suis dans le top de l'élite. Mais par contre, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a le maîtrise du taux d'échec. Là, ça va montrer qu'il y a un problème. Je déploie beaucoup, mais j'ai autant de taux d'échec qui arrivent. Donc, il y a un problème quelque part. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention avec les métriques et aller plutôt chercher l'amélioration et non pas l'atteinte pure et dure d'un chiffre. Petit rappel, 80%, c'est moyen, 81% de taux de couverture, c'est le top. Je dis ça, je dis rien. Voilà, et c'est ainsi que s'achève ce talk-là. Donc on aura du temps pour les questions. Moi j'aime bien débattre sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ici, vous avez un QR code qui va vous emmener vers le document où il y a une liste d'articles, etc., de vidéos aussi, qui m'ont servi à construire ce talk. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà. Je laisse un petit peu. Et voilà la fin. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks. En étant très épris de l'agilité et l'efficience, ça me permettra aussi de m'améliorer et d'améliorer ce talk ou d'aller vers autre chose. Un clic, ça prend 2 secondes, c'est rapide. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été nombreux. Voilà. Merci.
si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si, vous pouvez y aller, c'est pour la captation, on est temps. Sur une des diapos, tu présentes les chiffres de l'efficience de l'efficacité. Tu ne présentes pas forcément les mêmes indicateurs. Je voulais avoir un... Oula. Là, c'est mieux. Ça fait bizarre. Oui, je ne savais pas quels étaient... Enfin, tu présentes des indicateurs différents sur l'efficacité de ceux qui sont sur l'efficience. Mais à partir de quel point de départ? C'est-à-dire que tu compares l'efficacité 50 à 60% de bugs en plus par rapport à une posture d'efficience? Oui. D'accord, c'est relatif. Exactement. Ok. Exactement. Merci. Tout à fait. C'est pour ça, sur l'efficience, je préfère parler de satisfaction au travail. Je regroupe du coup les deux. C'est plus parlant quand on est dans l'efficience parce que, voilà, c'est... Pour moi, ce qui est important, comme j'ai dit, l'un des points vraiment le plus important et que je cherche avant tout, c'est d'avoir une équipe qui travaille de façon vraiment sereine et tranquille. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas. Et alors? Là-bas, il y a une question. Ah, c'est bon. Au tout début, tu parlais d'un projet où vous avez dû développer un tracker énorme en 1 mois et demi. Aujourd'hui, avec ton retour sur l'efficience, qu'est-ce que tu aurais changé pour pas faire ça, quoi? Déjà, j'aurais dit non, tout court. J'aurais tout fait pour bloquer tout. Voilà, pour rien vous cacher. Parce que c'était une expérience douloureuse. Et en fait, ce qui était vraiment très dommage et assez triste, c'est que, en fait, les demandeurs de cette feature voyaient trop grand. Et on n'a pas eu aussi le temps de se poser clairement, tranquillement, et de se poser les bonnes questions, de partir sur de bonnes bases, comme le définit l'agilité, entre autres. Voilà. On est un peu allé en mode, je l'avoue, en mode contorsionniste. La preuve, ça nous a fait mal. Et encore, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que derrière, les développeurs étaient tristes de voir en fait pratiquement 90% de ce qu'ils ont fait qui n'était pas utilisé. Et c'est ça qui est bien, parce que, comme j'ai dit, moi vraiment j'ai à cœur d'avoir une équipe qui soit contente, heureuse de venir travailler. Oui, c'est difficile de se réveiller à 6 h du matin des fois, mais bon. Je pense que les Parisiens connaissent ce que c'est que la douleur du périph' et des transports, voilà. Donc c'est ça qui me chagrinait à l'époque, et c'est pour ça que là, je dirais non, j'essaie de partir sur de bonnes bases, et je ferai tout pour vraiment mieux cadrer. Ce qui est intéressant aussi, n'oubliez pas, c'est de pouvoir apprendre de ses erreurs. Le fait de faire des erreurs, ne pas faire des erreurs, c'est utopique, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Même la nature, elle fait des erreurs. D'ailleurs, on parle d'erreurs de la nature, des fois. Donc voilà, derrière, c'est de pouvoir s'améliorer, d'apprendre de ses erreurs et de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on a fait l'erreur. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah ben voilà, les langues se délient, c'est bien. Bonjour, merci Bonjour. pour le talk. Sur la méthode Dora, dans les indicateurs qui sont calculés, on parle du time to restore. Moi, je voulais savoir si rentrait en compte dans ce calcul la capacité de pouvoir rollback en cas de problème majeur et si ça influait sur cet indicateur. Est-ce que la remise en état en version précédente permettait d'atteindre un Moi, objectif? personnellement, je la prends en compte parce que ça permet vraiment de restaurer.
mon service, que ce soit à une version N-1 ou N+1, le temps de restauration, ça doit prendre. Parce que peut-être qu'ici, il y en a beaucoup qui sont dans cette optique-là de pouvoir préparer des rollbacks, ils ont des plans de continuité de service, plans de rollback, etc. De par mon expérience, c'est vraiment une minorité. Ceux qui font ce genre de plan, c'est vraiment une minorité. Et souvent, on se retrouve dans des projets où ça tombe. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? On ne sait pas. Ah bon? Les backups, ils sont... En fait, on a oublié de les activer. Ah, ok. Bon, bah, voilà. Donc, moi, personnellement, je prends en compte ça. Merci. Voilà. D'autres questions? On a encore 7 minutes. Hein. Franchement, ça aurait été midi, je vous aurais compris. Il y a un monsieur là-bas. Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que vos métriques correspondent très bien effectivement à un système partagé, en gros déployé sur le net. Je trouve que ça colle pas du tout avec quelque chose qui est distribué de manière physique. Donc un produit qui est distribué à des clients, mais qu'ils installent quand ils veulent. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que ça colle pas. Comment est-ce que vous les géreriez dans ce cas-là? Quand vous dites du modèle distribué, vous parlez, j'ai l'impression que vous parlez plus côté infra. Non, c'est juste un logiciel qui est vendu, en gros, oui. On va dire ça. Eh ben, c'est pour ça qu'il y a les 29 capabilities en fait. En fait, dans ce système Dora, comme j'ai dit, il y a 29 capabilities. Ce qu'il faut en fait travailler au début, comme j'ai dit, c'est vraiment aller chercher ces capabilities un par un, ce qui correspond en fait à ton contexte, voir ce qui marche avec ton contexte, de te les approprier, de s'améliorer dessus, et c'est ainsi que tu vas construire toutes tes métriques. Je vous ai fait l'impasse, c'est 29 capabilities. Pour vous donner une idée, j'ai assisté à un talk d'une heure où il était question que de 2 capabilities. Et encore, il avait résumé les choses. Donc c'est pour vous donner une idée de la taille qu'on peut avoir à expliquer ces capabilities. Mais je vous invite à aller lire le rapport Accelerate, ça peut vous aider. Et n'oubliez pas, ça c'est Dora, c'est une équipe en fait qui va aller chercher la performance dans différents types d'équipes, dans différents types de projets. Ils ne se limitent pas à un seul type de projet. Non, ils vont aller un peu partout aux États-Unis pour faire des études. C'est vraiment une étude académique universitaire, donc c'est des chercheurs, doctorants qui font ça. Merci. De rien. Il y a un monsieur là. Je voulais savoir par rapport aux metrics, si on est dépendant des systèmes du client, notamment sur le taux de mise en prod, sur le temps des rollbacks, etc. Est-ce qu'il faut qu'on tienne en compte de ces métriques-là pour l'équipe, même si au final on ne peut rien y faire? En fait, très bonne question. Tes métriques-là, tu vas les adapter, comme j'ai dit, selon ton contexte. Des fois, en fait, moi j'ai travaillé chez un client où on déployait plusieurs fois par jour. C'était facile, c'était pris en compte, et le client, c'est ce que, voilà, dans son contexte-là, c'était facile, c'était voulu, et les équipes adhéraient à ça. Dans un autre contexte, après j'ai fait une migration dessus, mais on ne pouvait pas déployer autant qu'on voulait.
on avait un certain temps de déploiement, c'était à une date bien précise, etc. C'était hyper rigide. Le but, c'est de pouvoir s'améliorer, c'est d'aller... en fait, on a cette rigidité, mais on va essayer d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut la casser pour faire un petit peu mieux et aller étape par étape jusqu'à atteindre, on va dire, une fréquence de croisière dans laquelle tu te sens à l'aise. Pas forcément plusieurs fois par jour. Ça peut être plusieurs fois par jour, ça peut être une fois par jour, ça peut être une fois tous les 2 jours. Tout dépendra. À un certain moment, c'est exponentiel. Vraiment, tu vas arriver à un point, hop, ça va stagner. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, du coup, on va adapter le reste en fait pour s'adapter en fait à ces contraintes. Bien sûr, oui. Et essayer de pouvoir l'améliorer aussi et challenger aussi ton client. Une dernière pour la route. Je ne voudrais pas te faire la pression, tu as 2 minutes. Ouais, ça va aller vite. Juste, est-ce que tu aurais des exemples? Tu parlais de collaboration et de transparence. Donc il y avait sur les weekly, chacun parle un petit peu de ce qu'il aime. Est-ce que tu aurais d'autres exemples pour favoriser la collaboration justement dans les équipes, éviter les développements en silo et voilà. Déjà, quelque chose de très important, c'est, comme j'ai dit au début, comprendre les forces et les faiblesses de chacun. Moi, en tant que tech lead engineering manager, c'est ce que j'essaie de faire. Deuxièmement, on a quelqu'un d'expert dans un truc, ne pas le mettre juste sur ce truc-là. Non, le mettre dans autre chose. Et là où il est super top, faire en sorte qu'il partage avec les autres à travers, je sais pas moi, comme j'ai dit, moi je faisais des rituels de weekly dev où chacun partageait un sujet ou toute autre chose, ou bien un blocage, etc. Et donc tout le monde s'accaparait cette connaissance-là. Donc tout le monde était au même niveau de connaissance. Ça favorisait aussi la discussion, parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui ont du mal à parler aux autres, mais quand il va parler de quelque chose qui lui plaît, par lequel il est passionné, il a plus de facilité à le faire. Et donc ça permet aussi de débloquer ce genre de situation, et ça crée du coup la collaboration et la totale transparence entre les équipes, parce que tout le monde se parle, tout le monde se comprend, il n'y a plus de quiproquos derrière, etc. J'ai raccourci ma réponse parce que je suis à 0, mais on peut en parler plus tard si vous voulez. Merci. Non, rien.